« 23 ans que le père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, n'est plus. Il est décédé le 7 décembre 1993. 23 ans après, les Ivoiriens se souviennent de l'homme qui a marqué la Côte d'Ivoire. Au Ghana, 15 millions d'électeurs votent depuis ce matin. 7 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. La course devrait surtout se jouer entre le président sortant John Dramani Mahama et le leader de l'opposition Nana Akufo-Addo. Accord historique dans le domaine du pétrole, celui de réduire la production de l'or noir pour faire remonter les cours du pétrole en chute libre depuis 2 ans en Afrique. Bonjour à tous. On commence directement par les images du palais présidentiel où il y a eu un conseil des ministres ce mercredi. La réunion a été présidée par le chef de l'État. Plusieurs dossiers sur la table pour la bonne marche de la nation. Viviane Aïmé est encore sur place ce soir. Son compte rendu. Ce mercredi 7 décembre, c'est l'anniversaire du décès du père de la nation, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'homme qui a marqué le pays, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Il est mort le 7 décembre 1993. 23 ans après, les Ivoiriens se souviennent. Ils se souviennent de ses œuvres. Comment a-t-il réussi à bâtir la Côte d'Ivoire moderne? Maïssa Ko nous l'expliquera certainement au cours de cette édition. Jour de vote au Ghana, quelques 15 millions de Ghanéens élisent en ce moment même leur président. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert depuis 7 heures et doivent fermer à 17 heures. La bataille annoncée comme serrée se jouera entre les rivaux historiques. Le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama, et le principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Les enjeux de ce scrutin avec Sylvie Touré. Dans cette course à 7, 2 font figure de favoris. John Dramani Mahama, président sortant, qui tente un second mandat, et Nana Akufo-Addo, leader de l'opposition, président du NPP, le nouveau parti patriotique, candidat pour la 3e fois. Les enquêtes d'opinion prédisent une partie serrée entre les 2 rivaux, comme en 2012. John Dramani l'avait emporté avec 50,7% des voix, une courte avance qu'avait contesté sans succès son adversaire. Nana Akufo-Addo aura-t-il sa revanche cette fois? Le candidat de l'opposition entend tirer profit de la situation économique. Selon les chiffres officiels, les indicateurs sont passés au rouge ces dernières années, avec pour signe clinique la baisse des revenus des exportations d'or, de pétrole et de cacao. Le pays subit de plein fouet une inflation à 2 chiffres. Conséquence, le pouvoir d'achat des ménages a baissé, les prix des denrées alimentaires et autres produits, tels que le carburant, ne cessent de grimper. Le Ghana est au bord de la crise énergétique. Les coupures prolongées d'électricité sont devenues le quotidien des populations. À côté de ces défis économiques, se dresse un autre d'ordre politique. Le Ghana pourra-t-il conserver son rang de bon élève de la démocratie dans la sous-région? Les tensions entre les 2 camps font craindre un scénario catastrophe, au cas où l'un des candidats ne reconnaîtrait pas sa défaite. La Cour suprême a fait jurer par chacun d'eux, au cours d'une cérémonie solennelle, de respecter le verdict des urnes pour préserver le pays d'une crise post-électorale. Les derniers sondages donnent les 2 favoris, John Dramani Mahama et Nana Akufo-Addo, à égalité. La partie risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Ce mercredi, Conseil des ministres en Côte d'Ivoire, Conseil des ministres aussi en France. Le gouvernement Cazeneuve tient son premier Conseil des ministres. Manuel Valls, lui, est en campagne pour la présidentielle. Hier, il y a eu la passation de pouvoir entre lui et Bernard Cazeneuve, qui lui a été remplacé par Bruno Le Roux. Il devient ministre de l'Intérieur.
Dans le domaine du pétrole, le 30 novembre dernier, les 14 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sont parvenus à un accord jugé historique, celui de réduire la production de l'or noir pour faire remonter les coûts du pétrole en chute libre depuis 2 ans en Afrique. L'Association des producteurs de pétrole africains a déclaré à Abidjan soutenir cet accord. La Côte d'Ivoire préside cette association. On fait le point avec Christelle Menant. L'Association des producteurs de pétrole africains s'aligne. Les 18 pays membres de l'APA soutiennent le récent accord de l'OPEP, celui de réduire la production de pétrole pour rééquilibrer le marché et faire remonter le cours de l'or noir en baisse depuis 2014. Nous nous retrouvons ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui assure la présidence de notre organisation, pour solennellement déclarer à l'opinion internationale que les pays africains producteurs de pétrole consentent également à la réduction ou au gel du pétrole brut pour permettre au prix du baril de pétrole de remonter. Le 30 novembre dernier, l'organisation réunie à Vienne a décidé de réduire sa production quotidienne de 1,2 million de barils. Au 1er janvier 2017, les 14 pays membres de l'OPEP devront limiter leur production à 32,5 millions de barils jour, contre 33,64 enregistrés en octobre dernier. Historique, le cartel n'avait pas réagi ainsi depuis la crise financière post-Lehman Brothers de 2008. Le cours du baril avait plongé de 147 à 35 $. Cet accord obtenu après 2 mois d'intenses discussions épargne cependant 2 des 5 pays africains membres de l'OPEP. La Libye, plongée dans une guerre civile, et le Nigeria en proie à des attaques rebelles sur ses installations pétrolières dans le delta du Niger. La Côte d'Ivoire ne devrait pas être fortement impactée par l'accord, mais l'Angola, premier producteur africain, devra baisser sa production de 87 millions de barils et le Gabon de 9 millions de barils jour. Un gros effort à fournir pour ces économies largement dépendantes de l'or noir. Le fait de n'avoir pas diversifié son économie et que cette économie dépende uniquement des recettes d'une matière première fait que dès que le prix de cette matière première dégringole, évidemment, toute l'économie en pâtit. Ces pays-là ont connu d'énormes difficultés financières ces derniers 18 mois. Alors, le peuple a décidé justement de faire table rase de toutes sortes d'antagonismes, de toute rivalité géopolitique qui existe entre certains pays, pour pouvoir donc revenir à la réalité des choses, pour éviter ce que j'ai appelé souvent un suicide collectif. Le compromis de Vienne demande aussi aux pays non membres de l'organisation de réduire leur production à hauteur de 600 000 barils jour. La Russie, premier producteur mondial, consent à délester sa production de 300 000 barils à condition que le cartel respecte ses engagements. À l'annonce de cet accord, les cours de l'or noir ont augmenté de près de 10%. À New York, le coût du baril a atteint 50,10 $. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural referme ses portes après avoir examiné cette question. Comment améliorer l'accès à l'eau potable aux populations en milieu rural? Le point avec Herman Guivé. Dans plusieurs pays du monde, trouver de l'eau potable est un véritable casse-tête. Si les grandes villes sont pour la plupart approvisionnées, en zone rurale, la situation est plus critique. Les réalités vécues par les populations rurales sous nos tropiques ne diffèrent pas de celles vécues sous d'autres cieux. Pour y apporter solution, il faut s'inspirer des expériences vécues ailleurs. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable en milieu rural, un cadre de concertation, un partage d'expériences dont les participants gardent un excellent souvenir. Je suis très satisfaite. Pour moi, c'est le meilleur professionnel forum qu'on a, le 7e forum. On a bien discuté, on a partagé l'information. Ils veulent retourner à leur pays avec les nouvelles idées. Ces 4 jours de forum ont été très intéressants et riches en échanges et partage d'expériences et de connaissances. L'approvisionnement en eau potable en milieu rural ne doit pas être compris comme quelque chose d'irréalisable. Si nous faisons professionnellement notre travail et que le service qui est délivré est d'une manière professionnelle, ça peut vraiment être un service qui est apprécié par les communautés. Restez optimiste et professionnel. L'eau pour tous, un enjeu majeur de la politique gouvernementale en Côte d'Ivoire. L'Office national de l'eau potable, l'ONEP, a pris bonne note de ces concertations. Les échanges que nous avons eus, ils ont été fructueux parce qu'on a eu des expériences qui nous ont été exposées par d'autres pays. Et nous pensons que suite à cela, nous aurons une politique claire, une stratégie très nette pour faire en sorte que les populations rurales puissent avoir accès à l'eau potable pour un peu remplir les objectifs des ODD.
Pour ce qui concerne le financement du secteur de l'eau, seuls les pays ayant des projets professionnels d'approvisionnement d'eau en zone rurale peuvent bénéficier des financements de la Banque africaine de développement. Concernant les médias, cela fait 25 ans que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a été créée. Le bureau exécutif de l'UNJCI a décidé de marquer cet événement. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est le parrain des festivités de ce 25e anniversaire de l'Union. Ahmed Bakayoko a félicité et encouragé les journalistes qui travaillent au quotidien malgré les difficultés. Moussa Konaté. Ces images retracent toute l'histoire de l'UNJCI, Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'organisation a 25 ans, de 1991 à 2016, que des chemins parcourus par la fêtière des organisations de presse. Pendant ces 25 ans-là, il y a eu du progrès notamment dans la situation des journalistes, les lois qui ont été prises, qui améliorent la question de la liberté de la presse. Cette organisation a joué un rôle majeur dans ce développement de la presse, dans la professionnalisation du secteur. On est passé d'entreprises boutiques à des entreprises de presse. 25 années d'existence ponctuées d'actions remarquables au service des acteurs de la presse et de l'opinion publique. Des efforts salués par les autorités ivoiriennes. Je veux vous féliciter car vous avez tenu la barque dans des conditions difficiles. Tout le monde sait que le métier de journaliste est en danger. Tout le monde sait les difficultés économiques et financières de la profession, les souffrances des journalistes. Et si le journaliste n'est pas bien payé, il ne peut pas bien travailler et il peut même devenir une menace pour la société. Et dans ces conditions difficiles, vous êtes encore là. 25 ans dans la vie d'un individu, a fortiori d'une organisation, c'est quand même long, c'est le bel âge. 25 ans permet effectivement de réfléchir, de faire un bilan, de réfléchir sur tout ce qu'on a fait, de faire un diagnostic très clair, ensuite d'envisager des perspectives heureuses. Parce que 25 ans nous donnent la possibilité de pouvoir encore ouvrir des portes et se dire qu'on peut recommencer. Donc, c'est ce que je souhaite à l'UNJCI. Cette exposition photo marque le démarrage des festivités des 25 ans de l'UNJCI. Elle sera suivie d'une cérémonie de décoration des pionniers de la presse ivoirienne et la 18e édition de la soirée des Ébonies, le 10 décembre, à Yamoussoukro. On s'intéresse maintenant aux 16 jours d'activisme en faveur de la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. L'ONG Fondation Espoir et Vie, à cette occasion, a initié une campagne de sensibilisation pour faire la lumière sur les violences faites aux femmes. Et c'est dans la ville de Korogo. Reportage Sié Kwasi et Chantal et Ouma Kandan. La situation de la femme demeure préoccupante dans le monde. Sévices corporels, viols, marginalisation, autant de violences à l'égard des femmes et des filles, d'où la célébration de 16 jours d'activisme contre ces violences. Objectif, sensibiliser les populations à la lutte contre les violences faites aux femmes. L'ONG Fondation Espoir et Vie, FEV, partenaire de ONU Femmes, mène en ce moment à Korogo sur le terrain, une série d'activités de lutte contre ces violences. Ces 16 jours d'activisme à Korogo touchent toutes les couches féminines de la société. Le lancement de ces activités a été marqué par un défilé et une conférence animée par la directrice de la clinique juridique de Korogo. Au cours de cette conférence, on a pu noter quelques cas isolés de violation des droits de la femme dans le Poro. Violence conjugale, disparité entre l'homme et la femme, viol, mutilation génitale et bien d'autres formes. Quelques femmes leaders en ont profité pour inviter les autorités à réprimer sévèrement toutes les personnes se rendant coupables de violences à l'égard de la femme dans le Poro. Le lancement officiel de ces 16 jours d'activisme de l'ONG FEV à Korogo marque le début d'un vaste programme d'activités de sensibilisation de proximité. Ce programme prend fin le 10 décembre prochain par la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme.
15 décès maternels tous les jours en Côte d'Ivoire. La situation est préoccupante, situation due au non-respect du planning familial. Le sujet sera au centre de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou à Abidjan. La réunion va se tenir du 12 au 14 décembre à Abidjan justement. Le partenariat de Ouagadougou fait la promotion du planning familial. Mais avant la rencontre, le programme national de la santé mère-enfant fait le point des actions menées ici en Côte d'Ivoire pour réduire le nombre de décès. Regardez. La planification familiale ou le planning familial est l'ensemble des moyens qui concourent au contrôle des naissances dans le but de permettre aux familles de choisir d'avoir un enfant. Depuis plus de 37 ans, le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 2 enfants. 2 enfants. Le premier enfant à quel âge? Il a 6 ans. Le deuxième? Il a 3 ans. Je voulais voir le gynécologue pour qu'il me donne des conseils si je peux actuellement prendre une grossesse ou je dois attendre un peu. La question de la planification familiale au niveau des jeunes est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations parce que le constat est alarmant. En Afrique occidentale, nous avions environ 225 décès maternels tous les jours. Et sur ces 225 décès maternels, la Côte d'Ivoire enregistre un peu moins de 15 décès tous les jours. Vous voyez, la situation est difficile, elle est triste. Et voilà pourquoi nous repositionnons la planification familiale dans le concept du partenariat de Ouagadougou. Pour promouvoir la planification familiale, 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se mettre ensemble à Ouagadougou en février 2011. Leur 5e réunion est prévue à Abidjan le 12 décembre. Au programme de la santé de la mère et de l'enfant, on s'active. Ce sera l'occasion de tout examiner et de planifier les choses. Ce partenariat Ouagadougou veut qu'à l'horizon 2020, nous ayons 2 200 000 utilisatrices nouvelles de la contraception. Dans ces 2 200 000, la Côte d'Ivoire s'est engagée à fournir environ le quart, c'est-à-dire environ 500 000 nouvelles acceptrices. Communication et sensibilisation, beaucoup reste à faire. La Côte d'Ivoire a décidé de se doter d'un cadre juridique. La Côte d'Ivoire, très bientôt, aura un cadre juridique approprié pour la santé sexuelle et reproductive. Imaginons-nous que les jeunes de moins de 21 ans n'ont pas accès à la contraception. Et pourtant, nous savions combien de grossesses non désirées qu'il y a dans les établissements sanitaires. Vous avez les informations. Comment faut-il faire dans cette situation quand les problèmes sont là et que l'offre de services n'est pas adaptée aux jeunes? C'est tout ça que nous voulons régler. Nous voulons faire en sorte, dans nos communautés les plus loin possible, qui n'ont pas accès aussi à la contraception, comment faut-il déléguer la tâche pour qu'il y ait des relais communautaires qui puissent distribuer, redistribuer les services de planification familiale. L'utilisation de la contraception permet d'éviter les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop tardives, trop nombreuses et non désirées. Et dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a lancé ses activités à Kwasi-Ndawa, région de Bondoukou. Les autorités locales ont saisi cette occasion pour inviter les populations à se faire dépister et éviter les comportements à risque. Nobel Zei, AIP Bondoukou et Thérèse Tapeyoboué. Génération Femmes du 3e millénaire est créée depuis avril 2004. Elle intervient dans les domaines de la santé, de l'éducation, des droits de la femme et de l'enfant, ainsi que de la sécurité alimentaire. Depuis mai 2016, elle a initié un projet de prévention de mobilisation communautaire, de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida, ainsi qu'aux orphelins rendus vulnérables du fait du VIH-Sida et familles. Dans le district de Bondoukou, elle vient de procéder au lancement de ses activités de sensibilisation à Kwasi-Ndawa, à 15 km de Bondoukou. Nous avons choisi Kwasi-Ndawa pour être proche des populations rurales, pour que, enfin, dans la région du Gontougo, les chefs de village, la population rurale, les femmes et les enfants, pour que cesse la contamination de VIH-Sida. Selon la présidente, ce projet a déjà permis la prise en charge
de 1495 personnes vivant avec le VIH-Sida et de 4800 orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, ainsi que le dépistage volontaire de plusieurs personnes. Le sous-préfet de Bondoukou a invité les populations à se faire dépister, à se mobiliser pour lutter contre cette pandémie. Une autre ONG, l'ONG La Vie, poursuit sa caravane de solidarité. Cette semaine, elle a marqué une pause à Nyama Village. Pour cette étape, ce sont 300 personnes démunies qui ont bénéficié de prise en charge totale et gratuite pour le traitement de la hernie. Mamadou Kwasi. Ces hommes et ces femmes seront bientôt soulagés de la maladie de la honte. Au nombre de 300, ces personnes de la ville d'Anyama souffrant de la hernie depuis des années bénéficient d'une prise en charge gratuite pour leur traitement. L'ONG La Vie prend en charge les interventions chirurgicales et les soins post-opératoires. Bon, je tiens cela depuis des années, mais comme c'est des crises qui ne sont pas trop répétées, qui ne sont pas trop fréquentes, je peux les avoir au moins 6 mois d'intervalle chaque fois. J'ai un hernie, ça me fait mal sur mon rein là, ici là. Tous les deux côtés là, ça me fait mal. Mais c'est une maladie qui est forte, on ne peut pas parler comme ça. Vous savez là, c'est la honte. Si nous ont soigné, ça va nous plaire. Sinon, où on est là, on est trop fatigué. Pour le président de l'ONG La Vie, les couches défavorisées ont besoin d'assistance pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et cela passe selon lui par une bonne santé de ces populations du monde rural. Simon Soro a saisi l'occasion pour faire le bilan des 3 années d'activité. 3 ans d'action sociale qui ont permis à plus de 10 000 personnes de retrouver leur dignité. Nous n'allons pas nous arrêter là parce que nous pensons qu'il faut 0 hernie en Côte d'Ivoire. La population de Côte d'Ivoire ne doit même plus en mourir parce que c'est une maladie qui se soigne rapidement. Et bon, je pense qu'on demande à toutes les populations, aux malades de la hernie, de sortir, de ne pas avoir honte. C'est une maladie comme toute autre, comme les maux de tête, comme les diarrhées, etc. Sidiki Konaté, parrain de cette cérémonie représentant à la fois le président d'honneur de l'ONG La Vie, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. La vie n'a pas de prix. C'est pourquoi il invite les personnes malades de la hernie à ne plus se cacher. Car l'ONG La Vie va poursuivre ses actions de solidarité en faveur des couches vulnérables. Le noble combat, c'est le combat de la vie. C'est le combat de la santé. C'est le combat du mieux-être. Et ce combat se trouve ici dans les actions de cette ONG. Pour cette opération qui va prendre en compte 300 personnes, une ONG partenaire a décidé d'apporter des vivres à ces personnes qui vont recevoir le traitement. Le volet agriculture à présent avec cet atelier de formation des superviseurs des sociétés cotonnières et gérants de sociétés coopératives. La formation porte sur le foncier rural, objet de plusieurs litiges dans le monde rural. Reportage Kwadio Kwabe. 60 superviseurs et autant de gérants de sociétés coopératives formés. La formation intervient après celle de Kohoko. L'Intercoton accompagne donc les producteurs de coton dans la certification de leur terrain ou à passer des contrats aux fins de sécuriser leurs activités. Ce renforcement des capacités porte sur le cadre juridique du foncier rural relatif à la loi 98-750 sur l'héritage et la contractualisation foncière, la façon d'utiliser les modèles de contrat. Nous avons pris Mankono pour que au moins les propriétaires terriens puissent avoir les titres fonciers de leur terre et qu'ils puissent passer le contrat en bonne et due forme avec les producteurs. Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui qui est en train de venir, c'est que quand le producteur foncier cède la terre, les producteurs mettent de la nacade, donc des fois ça envoie des difficultés et même certains producteurs sont expulsés de la terre parce qu'il n'existe pas de contrat. Le certificat du foncier rural et la contractualisation foncière sont des domaines délicats pour les producteurs et propriétaires terriens qui sont souvent analphabètes. Intéressons-nous à un arbre qui est produit dans 18 pays d'Afrique à travers le monde. C'est le karité. En Côte d'Ivoire, notamment les régions du Hambol, du Poro, du Tiologo sont les zones favorables où la production est forte. La transformation de la noix donne du beurre très sollicité par les entreprises de produits cosmétiques. En zone rurale, 97% des femmes travaillent à la fabrication du beurre de karité, source de revenus. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole a décidé d'aider ces femmes, nous dit Francis Boifou.
Des études diligentées par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA en 2015 montrent que le karité n'est pas encore une culture plantée de main d'homme. L'arbre pousse sauvagement dans 18 pays d'Afrique. L'activité de cueillette, de ramassage et de transformation des noix est majoritairement exercée par les femmes en zone rurale. Leur rémunération dépend du marché. Le kilogramme d'amande varie entre 100 et 125 francs CFA, quand le prix du beurre de karité oscille entre 400 et 1800 francs CFA selon la demande. Le secteur du karité reste toutefois une source de revenus pour les femmes ivoiriennes, même si elles plaident pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous transformons le beurre à main levée, avec les moyens traditionnels. Je vous assure, c'est un parcours du titan. Pour soulager les coopératives de femmes du Boukani, le FIRCA vient de leur offrir du matériel de transformation. Des concasseuses, des broyeuses, des tricycles, des centrifugeuses, vraiment tout le matériel qui participe à réduire la pénibilité de leur travail et à produire plus. Pour les responsables du FIRCA, ce don s'inscrit dans le vaste programme d'organisation des coopératives de femmes en vue de créer une interprofession de la filière karité en Côte d'Ivoire et augmenter la production nationale. 70 000 tonnes d'amandes exportées cette année, soit 6% de la production africaine, très loin derrière le Nigeria, premier avec 54%. Un mot de culture avec l'appel du ministre de la Culture et de la Francophonie à chaque région de se doter d'un festival pour promouvoir la culture. L'appel a conquis la Maraoué. Cette région a désormais son festival, le Festival de la Culture et des Arts de la Maraoué, FECAM. Le point de la première édition avec Léon Brou. Le Zaouli en attraction à la place Tchintchen de Boisflé. Avec cette seule danse de la Maraoué devenue internationale pour avoir su résister au temps, d'autres non moins valorisantes. Ziglibiti, Bédouo, Polo, Gouligali, Goli, Yagba, Yadré ou danse du gorille, toutes en voie de disparition. Idem pour la poterie en pays Ayaou et Youlé, le tissage du Kamandje à Saint-Fra, raison de la tenue du FECAM, le Festival de la Culture et des Arts de la Maraoué. Nous voulons aider à la préservation de nos cultures car nous avons constaté que de graves menaces pèsent sur la disparition de nos patrimoines culturels et artistiques. Mieux, l'artisan du FECAM, la mairie de Boisflé, entend mettre en évidence le rôle de la culture dans le rapprochement et les échanges entre communautés, d'où le thème agriculture, vecteur de cohésion sociale. La mairie a la caution et le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous avons même accordé une ligne budgétaire pour la tenue de ce festival parce que nous pensons que c'est le lieu de retrouvailles de toutes les populations de Boisflé. Baoulé, Gouro, Yoré, Moré et autres se retrouvent, se côtoient et cela crée une convivialité au sein de toute la population. Le Festival de la Culture et des Arts de la Maraoué, c'est aussi la promotion de la beauté et du patrimoine culinaire de la région. Sa première édition, parrainée par le ministre chargé de l'économie et des finances, Adama Koné, était placée sous le haut patronage du président du Conseil économique et social, Charles Dibikofi. Comme annoncé, ce mercredi 7 décembre, c'est l'anniversaire du décès du père de la nation, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'homme qui a marqué le pays, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Il est mort le 7 décembre 1993. 23 ans après, les Ivoiriens se souviennent. Ils se souviennent de ses œuvres. Comment a-t-il réussi à bâtir la Côte d'Ivoire moderne? Maïsako nous l'explique. En avance sur son temps, Félix Houphouët-Boigny était pour beaucoup de membres de son entourage un visionnaire. Celui que l'on surnommait le bélier de Yamoussoukro voulait par-dessus tout bâtir une Côte d'Ivoire moderne et modèle. Le développement du pays, il le fera reposer sur l'agriculture, un secteur pour lequel il avait une grande vision. Le premier producteur de cacao, c'était le Ghana. Houphouët a lancé un défi en Nkrumah. Il dit, je vais te dépasser. Ce n'était pas comme ça, en 20 mots. Le verger était vieillissant.
les rendements étaient faibles. Et il y avait de nouvelles variétés de cacao qui produisaient de façon rapide et avec des rendements très élevés. Dès la deuxième année, il a lancé un appel. Il dit qu'il faut détruire vos vieilles plantations pour utiliser les nouvelles variétés. Et si vous abattez 1 hectare de votre cacaoyer, on vous donne 30 000 francs. Très peu de gens le savent. Et tout le monde s'est rué. Voici comment nous sommes devenus premiers producteurs mondiaux de cacao. On parlera alors dans les années 70 de miracles ivoiriens. En un temps record, un certain nombre de choses ont été réalisées. C'est tout. Mais dans l'esprit du Fouet et de tous ceux qui travaillaient à l'époque avec lui, dans son gouvernement, ce sont des choses qui ont été pensées, projetées, avec des objectifs bien précis. Il le savait, lui. Et en même temps qu'il était en train de faire dans des régions appropriées, dont les surfaces de sol sont appropriées telle ou telle spéculation, le coton dans le nord, le cacao et le café dans l'ouest et dans l'est. En même temps qu'il faisait ça, il faisait en même temps, c'était systématique, il faisait faire des routes, des haies et des ouvrages d'art pour permettre l'évacuation de ces produits, mais mieux, pour permettre que les échanges de production vivrière entre zones puissent se faire. Donc c'était un calcul, il y avait une planification. Ayant hérité d'une colonie riche du potentiel de sa terre, le président Félix Houphouët s'activera à développer ses infrastructures, les routes notamment. Houphouët a dit « la route précède le développement ». On avait le meilleur réseau routier d'Afrique noire, sans compter le bitumage. Vous voyez, la base de l'économie, c'est les infrastructures économiques. L'école, n'en parlons pas. La santé, n'en parlons pas. L'eau. Non seulement les châteaux d'eau, mais les puits. Il y avait un programme pour l'extension des puits, l'électricité rurale aussi dans les villages. Ce grand bâtisseur n'a cessé de cultiver la paix, le dialogue et l'unité dans le cœur de tous les Ivoiriens. Voilà, et c'est sur ces images d'Houphouët Boigny que ce journal se referme. Merci de votre fidélité.